Bonjour Monsieur Aguerabé. Bonjour, salam alaikum. C'est le deuxième épisode de notre série. الأولى بديناها مؤتمر صمام والهجوم شمال قسنطيني. اليوم هذيك ندخلوا في la mythologie algérienne. Oui. Avant de commencer, ça serait utile de rappeler la différence entre l'histoire et l'historiographie et où vous vous situez, vous, docteur Aguerabé. Bien, je vous ai dit la dernière fois que je n'étais pas historien, que j'étais un historiographe, c'est-à-dire quelqu'un qui analyse les éléments de l'écriture de l'histoire et toutes les traces que laisse l'histoire, comme les archives, comme toutes les interprétations qu'on fait à partir des éléments et des composants de la matière de l'histoire. Donc, je pense que comme toute chose, les historiens écrivent l'histoire. Il y a ils écrivent l'histoire des personnages ou des événements qui font ou qui vivent cette histoire. Donc les historiens nous rapportent ces éléments. Et des personnes comme moi qui analysons cette historiographie, c'est-à-dire ce qui est rapporté, nous sommes, on peut être considérés comme des critiques, des gens qui viennent a posteriori analyser les éléments pour voir ce qu'il en est de la réalité des choses. Ah bah, très bien, c'est très clair, merci beaucoup. Et ben, dans la même perspective, on poursuit notre lancée avec des personnages de la mythologie algérienne. Et au départ, ce qui a initié cette aventure, c'est le fait que notre histoire, elle est écrite sous le prisme des invasions et de la colonisation. Et quelque part, c'était une stratégie de la colonisation française. Pas que française, un peu toutes les colonisations qui sont passées par l'Algérie, y compris les colonisations vaincues par les autochtones, c'est-à-dire par les Nord-Africains, les Numides, les Maures, tous les gens qui habitaient cette région ont fait face à ces envahisseurs. Et c'est toujours les envahisseurs, même ils sont vaincus, qui écrivent l'histoire, ou du moins dont on a laissé le les traces. Les traces autochtones de l'écriture de l'histoire ont quasiment disparu, alors elles ont existé. Il y a des personnes comme, Juba II qui a écrit, un certain nombre de volumes de l'histoire qui ne sont qui ont été perdus. Et vous avez fait ce travail-là de recherche. Et aujourd'hui, on va commencer notre travail par Juba 1, Juba 1er. On va rentrer un peu dans le détail et aussi pour construire une mythologie algérienne. Oui, je pense qu'il est intéressant de situer justement un des personnages de cette histoire de la Numidie qui est Juba Ier, ensuite son fils Juba II, son petit-fils Ptolémée de Mauritanie. Il est intéressant de faire un bref rappel des ancêtres. Nous avons donc le, la généalogie des rois numides, qui commence par Ali Mess, qui descend ensuite à Gaïa. Il y a plusieurs ancêtres qu'on commence à redécouvrir parce que tous ces ancêtres, toutes ces généalogies a été perdu. On n'avait que à partir de Gaïa. Et ensuite Massinissa, et Massinissa ensuite a donné ses trois fils qui ont donné Jugurtha, et ainsi de suite, jusqu'au dernier roi libre de l'Afrique du Nord, qui était Ptolémée, qui a été tué par Caligula. Donc, tous ces éléments-là nous situent en fait dans une sorte de capital historique dont nous n'avons pas tout à fait conscience, ou du moins elle n'est pas suffisamment, euh, je dirais, rapportée, ou du moins rapportée d'une façon méthodologique. C'est toujours épars. On rapporte un fait, on rapporte un élément, mais jamais un ensemble
de ces éléments et le fait qu'il y a une sorte de background invisible de l'histoire de l'Afrique du Nord qui est perdu pour le plus grand nombre, notamment des Algériens ou des Marocains ou des Tunisiens. Donc, tout ça fait que nous situons, il faut toujours situer l'ensemble que la Numidie, par sa richesse, était la province dite romaine, c'est-à-dire du temps des Romains, sur les 8 siècles, c'était la colonie la plus puissante de pratiquement de tout l'Empire. Bien avant les Germains, bien avant les Gaulois, bien avant les Britanniques. Donc voilà. Très bien. Et vous, vous avez fait ce travail-là de répertorier ces personnages, cette histoire dans le cadre d'une démarche historiographique à travers un livre que vous avez, Oui, j'ai commencé lorsque j'ai commencé à m'intéresser à cette situation, j'ai découvert un certain nombre de vides, heu et j'ai commencé à faire pour une analyse en tant qu'historiographe, nécessairement, on doit d'abord voir tout le contexte. Qu'est-ce qui a fait que, pourquoi la Numidie est systématiquement envahie et pourquoi les Numides n'ont jamais envahi d'autres contrées? C'est parce que la Numidie était justement la plus riche de la région méditerranéenne. très bien. Donc Mmh. notre premier épisode, de cette série, en réalité c'est le deuxième, mais le premier personnage, c'est Juba Ier. Qui était Juba I et dans quel contexte il a régné? Bien, Juba Ier est un roi qui est le descendant donc, de Massanabal et plus loin encore de Massinissa. Massanabal qui était un roi, sportif et qui avait gagné, 4 médailles d'or en Grèce. La course la plus prestigieuse, c'était la course de chars. Donc c'est Massanabal qui est le père ou le grand-père de Juba Ier. Donc, Juba Ier se situe en l'an 50 avant Jésus-Christ, en même temps que Jules César, c'est-à-dire à la même période. Il se trouve que, Juba Ier était allié de Rome, mais du souverain de Rome qui était le souverain légitime, qui était, Pompée. Ouais. Donc, il se trouve que, Jules César a fait une sorte de coup d'État. Coup d'État, lorsqu'il a vaincu, les Gaulois, il a vaincu, Jules César, il est rentré à Rome avec son armée pour prendre le pouvoir. Il a ce fait est rapporté par le franchissement de ce qu'on appelle le Rubicon, c'est-à-dire un fleuve, enfin un ruisseau ou un cours d'eau qui faisait la frontière avec le Sénat romain. C'est-à-dire, aucun homme en armes n'avait le droit de franchir la limite qui entourait Rome, qui était, le Rubicon, et Jules César l'a franchi justement dans une sorte de marche en avant avec l'armée la plus puissante, à l'époque de la région, puisqu'il avait vaincu toute la Gaule. Et il a livré donc, une bataille et ça a fait une guerre civile avec Pompée. Il se trouve que, Juba Ier qui régnait sur la Numidie en Afrique du Nord était allié à Pompée. Donc le Rome s'est divisé en 2 entre des des les des généraux et les gouvernants qui étaient pro-Pompée, qui étaient pro-légalistes, et les gens qui commençaient à s'allier avec, Jules César. Et finalement, Jules César a réussi à vaincre Pompée. Pompée a été tué en Égypte par les Égyptiens et à la suite de la conquête de l'Égypte par Jules César, il est revenu sur l'Afrique du Nord pour la conquérir, c'est-à-dire tous les territoires qui étaient alliés à Pompée, il voulait les réduire et il a livré une bataille
une bataille où Juba Ier était engagé. Il a fait une alliance, Jules César a fait une alliance avec un autre roi berbère qui était Bocchus Ier, plutôt qui était Bocchus II, qui était le petit-fils de Bocchus Ier. Il avait donc fait une alliance avec Bocchus II pour attaquer Cirta, c'est-à-dire la capitale de Juba II, pour faire diversion. Cirta qui est actuellement, c'est Constantine. Donc, il a attaqué Cirta, qui était la capitale de Juba II. Juba II, il était en Tunisie, pratiquement, dans la bataille qui est célèbre, contre les troupes de Jules César. Lorsque Juba Ier a appris que Cirta était attaquée par Bocchus II, il a laissé une petite compagnie et il est revenu sur Cirta pour essayer de sauver, donc de se confronter avec Bocchus II. Et si par la suite, à la suite de l'abandon donc du combat pour revenir sur Cirta, que le front contre Jules César a été vaincu par Jules César. merci beaucoup, docteur Aguerabi. Justement, dans cette perspective, dans ce texte-là, quels étaient les rapports entre Rome, Carthage, l'Égypte dans la Méditerranée antique à l'époque? Et la Numidie surtout. Bien, là, c'est là où on revient pratiquement aux racines des choses. C'est-à-dire que au XIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 3 siècles avant la création de Carthage. Au XIe siècle, il y avait la famine en Orient. Donc, des populations ont immigré de la Mésopotamie, de tout le Croissant fertile, vers l'Afrique du Nord, notamment les Cananéens, Canaan, Canaan. c'est-à-dire les ancêtres des Libanais, des Syriens, et ainsi de suite, sud de l'Irak. Et à l'époque, c'était des agriculteurs. Les premières installations, ils ont essayé de cultiver des terres du côté de la Tunisie, du côté du nord du nord-est, c'est-à-dire du côté de Annaba actuellement. Et ils ont essayé d'avoir des terres pour les louer aux Berbères de l'époque du XIe siècle. Et ils leur ont fait valoir comme quoi ils étaient des cousins à eux. Il y a des traces qui disent comme quoi, du temps du néolithique, c'est-à-dire 11 000 ans, 11 000 ans avant Jésus-Christ, il y avait la Mésopotamie a été comment dire, peuplée par des populations qui venaient du Sahara algérien, c'est-à-dire de Djanet, du Tassili, ainsi de suite, et qui ont franchi le Nil et les Cananéens qui sont revenus pour occuper une partie, donc pour essayer de labourer, pour essayer de cultiver des terres, ont fait valoir cette antériorité, comme quoi il y avait un cousinage entre. Et c'est comme ça ils ont persuadé les Berbères de l'époque qui avaient perdu un peu de l'agriculture, parce que le pays était encore suffisamment riche pour que l'agriculture ne soit pas poussée au maximum, et ces Mésopotamiens étaient plus Et expérimentés. c'est donc comme ça, monsieur Aguerabi, juste une petite question. Le pays était riche de quoi à l'époque si ce n'était pas par l'agriculture? Il était d'abord riche de toute matière, c'est-à-dire à l'époque, c'était encore dans les temps anciens, c'était comment dire, les temps de cueillette et de chasse. Il y avait du gibier, il y avait du poisson, il y avait tout ce qui pouvait pousser, des fruits sauvages, c'était tout ça. Et il y avait des échanges à partir de là. C'est-à-dire l'Afrique du Nord était encore verte, hein, à cette époque-là. Donc, par la suite, 3 siècles après, les Carthaginois sont arrivés. Et on connaît l'histoire de la fondation de Carthage et tout ça.
qui a fait que Sera l'objet d'un épisode aussi. oui, c'est encore, mais ce qui fait que, Carthage s'est installé pratiquement 8 siècles avant Jésus-Christ, en l'an 800 et quelques, et par la suite, vers le 4e siècle, le 3e siècle, les Carthaginois étaient si puissants qu'ils ont occupé une partie de l'Italie, notamment la Sicile. Et les Romains qui ont fondé Rome, qui ont donc, sur les traces de comment dire? Des ancêtres de Rome qui étaient, au niveau de Florence, heu je ça me reviendra. Donc, ils ont livré bataille pour arracher la Sicile à aux Carthaginois. Ils ont livré la bataille, la première bataille punique. La première bataille punique en 250 avant Jésus-Christ, que les Carthaginois ont perdu contre les Romains, et à partir de là, les Romains, c'est devenu une puissance à partir de cette situation. Si vous me permettez, monsieur Aguerabi, qu'entendez-vous par bataille punique? Ah, il y a eu en tout 3 batailles puniques. Autrement dit, auparavant, là encore, on revient sur le terme punique, ça veut dire punique. Punique, en gros, ça veut dire, c'est le terme aujourd'hui de nord-africain ou la berbère ou la c'est en fait un mélange de berbère et de carthaginois. Les historiens romains ont situé les batailles contre, et les guerres contre Carthage sur trois guerres que les Carthaginois ont perdues. La dernière a fait raser, Carthage. Donc la première guerre punique, 250 ans avant Jésus-Christ. La deuxième guerre punique à laquelle Massinissa a participé en tant qu'allié de Rome et qui a vaincu Hannibal. Ça, c'est, pratiquement en l'an 202 avant Jésus-Christ. Et la troisième bataille, à laquelle la troisième bataille punique en l'an 150, je crois en 158, et c'est Massinissa qui l'a engagé, et Rème est venu, il l'a engagé pour essayer de prendre les terres qu'avait prises autour de Carthage. Il voulait prendre Carthage, et donc la troisième guerre punique, au cours de laquelle, Massinissa est mort de vieillesse. Il est mort à pratiquement à près de 100 ans, près de 90 ans en tous les cas. Il était encore à cheval. Il est mort pratiquement 2 ans avant la défaite finale de de Carthage, et qui a été, rasée. Et c'est parce que justement Massinissa est mort que les Berbères n'ont pas pu récupérer Carthage. Si Massinissa était encore vivant, au moment où Carthage était, alors que c'est lui qui avait engagé la troisième guerre punique, il aurait récupéré Carthage. Mais simplement, ses descendants qui sont Micipsa et tout n'ont pas pu récupérer Carthage, et qui a été donné à Rome. Et justement, pour revenir sur Juba Ier, quelles ont été ses grandes batailles à lui et ses grandes décisions politiques? Malheureusement, on n'a pas beaucoup de Juba Ier est très peu documenté. Heu, je dirais, son règne était suffisamment pacifique. Les il y avait quelques éléments. Il faisait C'était un grand diplomate. Il arrivait par les alliances à éviter les guerres, et c'est pour ça qu'il était pratiquement en alliance avec Rome, la Rome, que représentait Ptolémée en tant que souverain légitime, jusqu'à ce qu'arrive, l'avènement de Jules César, qui a malheureusement donc vaincu toutes les armées, qui étaient de Ptolémée, y compris, celle qui s'est alliée contre lui, et celle de Juba II. Et donc Juba II s'est suicidé en route lorsqu'il a appris, lorsqu'il a libéré, et défendu, Cirta. Il a essayé de revenir sur le lieu de bataille au niveau de la Tunisie. Il a donc, lorsqu'il a appris la défaite de toutes les troupes, il s'est suicidé en route. Et c'est comme ça que, Jules César a capturé la famille de Juba Ier, et il a amené Juba Ier, qui avait l'âge de 5 ans, en tant que prisonnier à Rome. Juba Ier ou Juba II? Juba II, le fils de Juba Ier. Voilà. Juba Qui va faire l'objet d'un épisode aussi à part entière. Pas plus connu que celui.
Oui, qui est plus connu, plus documenté, qui a fait plus d'effets puisqu'il a été élevé, il a été élevé à Rome, et il a été donc un ami, et mmh, d'Auguste, c'est-à-dire le fils, le fils adoptif de Jules César qui a pris le pouvoir et qui est devenu, un des plus grands empereurs, le premier empereur, romain. Très bien. Bah, nous arrivons à la fin de Juba Premier de cet épisode. La la question principale qui se pose, c'est nous avons un héros de la mythologie qui existe, qui est là, mais qui est très peu connu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il soit plus ancré dans notre culture algérienne et construire notre mythologie algérienne? C'est, déjà, il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre ce que nous comprenons pas, ce que nous a que c'est ce qui nous est pas, et essayer d'étudier ce qui nous est rapporté. Démêler le vrai du faux, c'est là où, intervient justement cette, notre approche, enfin, mon approche, personnelle, elle se situe dans la modernisation, dans la modernisation de cette de l'historiographie. Dans l'approche de la donc, de l'analyse, c'est pour reprendre une expression à la mode, c'est comme si on passait une VAR. C'est une VAR au niveau des événements et voir quelle est la réalité des choses en passant au détail, sur le détail des choses. Quels sont les éléments? C'est à partir de là où on découvre des choses, on découvre que il y a le toute l'histoire est rapportée, toute l'histoire de l'Afrique du Nord est rapportée par des historiens romains, du temps de Rome. Du temps des Byzantins, c'était Procope, c'était un historien, heu, de Palestine, Césarée, c'est une ville en Palestine, homonyme de notre Césarée de Cherchel. De chercher à ça. Voilà, donc c'était Procope, c'était une sorte de chroniqueur, journaliste, si on veut utiliser un terme, moderne, qui était embarqué avec l'armée byzantine et qui rapportait les faits. Donc lorsque vous avez que ça comme référence, vous avez de quoi douter de certaines versions. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de voir les choses, comment, pourquoi, on en est là, au niveau de toute notre histoire. Toute notre histoire et elle est riche, mais elle est si mal racontée, si mal rapportée. D'où l'intérêt de cette université citoyenne populaire que vous avez initiée et cette écriture de la mythologie algérienne dont on a grandement besoin. Le prochain épisode, monsieur Garabi, pour rester dans le cheminement chronologique, donc ça sera Juba 2, c'est ça? Oui. Et vous m'avez dit qu'il a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, c'est ça? Oui, nous avons appris, cette situation, et notamment par, un livre qui a été écrit par un Américain qui rapporte comment un trésor a été découvert dans l'Illinois, pas loin du Mississippi, et comment, ils ont découvert des plus de 7 700 pièces, notamment des trésors, des pièces d'or, des statues, des statuettes, et un sarcophage en or, tout un ensemble d'éléments qui font que, d'après cet historien, enfin, Frank Joseph, qui rapporte, le rapport dans son livre en 2003, ça a été découvert au début du siècle, redécouvert encore, en 1982. Eh ben, vivement le Mmh. prochain épisode sur Juba 2. Merci beaucoup, docteur Aguerabi, Merci. et à très bientôt. Un Texas. Merci.